De vendre la maison en ville puis de déménager ici? Bonne idée. Et une retraite encore plus tôt, mais pas trop d'impact fiscal. Mais tout d'un coup que l'économie plante. Ou tout d'un coup qu'on manque d'argent à la retraite? On va appeler Maya à IG. C'est pas des questions faciles. Heureusement, votre plan de vivant IG personnalisé aide à comparer différents scénarios. Là, on peut vraiment voir comment le plan s'adapte en fonction des changements dans votre vie. Voyez ce qu'est un vrai plan financier. IG Gestion de patrimoine, un plan pour votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au webinaire Ne réfléchissez pas trop, le guide financier d'automne avec Pierre-Benoît Gauthier, vice-président stratégie de placement. Je m'appelle Maribel Abi-Habib, vice-président de district IG Gestion de patrimoine et j'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. C'est toujours un privilège d'organiser des sessions comme celle-ci où nous pouvons partager des idées et répondre à vos questions pour votre bénéfice. Au nom de toutes les équipes de conseillers d'IG et de tous ceux qui les soutiennent, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre confiance et votre fidélité continue. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et des séances comme celle-ci sont conçues pour vous donner confiance en notre engagement à gérer vos finances avec le plus grand soin. Nous nous engageons à vous aider à traverser avec succès cette période intéressante de l'histoire. Merci encore une fois d'être avec nous. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que le siège social d'IG Gestion de patrimoine se trouve sur un territoire reconnu en vertu du traité numéro 1, les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Dene, Dakota, Inuk, Anishinini, Ininu et les patries historiques des Métis de la Rivière Rouge. Je tiens aussi à souligner le fait que vous vous joignez à nous aujourd'hui depuis différents endroits, proches ou éloignés. Nous vous encourageons à prendre un moment pour rendre hommage aux gardiens traditionnels de ces territoires. J'aimerais également préciser quelques aspects techniques pour que vous puissiez profiter pleinement de la session d'aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté à nous voir ou à nous entendre à tout moment, veuillez actualiser votre navigateur ou votre adresse URL en haut de votre écran. Vous pouvez également fermer votre navigateur et nous joindre à nouveau. Pour ceux et celles qui nous rejoignent sur la plateforme On24, vous verrez une console au bas de votre écran qui vous permettra d'accéder à de nombreuses ressources, des articles et des outils en rapport avec la séance d'aujourd'hui. Si vous souhaitez que nous fassions un suivi avec vous après la diffusion, il existe un bouton IG que vous pouvez utiliser pour demander un appel de suivi avec un conseiller ou une conseillère. Pour ceux et celles qui nous rejoignent sur le live stream YouTube, les liens vers les ressources juste en dessous de la vidéo peuvent être accessibles via le chat. Bien que cette séance soit virtuelle, nous souhaitons qu'elle soit la plus interactive possible. Aussi, si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez utiliser la boîte questions et réponses que vous voyez au bas de votre écran pour nous les poser. Sur le live stream de YouTube, veuillez vous connecter à votre compte Google pour rejoindre le chat et poser vos questions. Nous avons des experts de notre équipe de stratégie de placement d'IG en ligne pour répondre à vos questions aujourd'hui et à la fin de notre discussion, nous reprendrons en direct certaines de ces questions. Enfin, si vous souhaitez revoir le webinaire d'aujourd'hui, un enregistrement sera accessible à partir du même lien que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire. Maintenant, commençons. Permettez-moi de vous présenter notre conférencier de la séance d'aujourd'hui, Pierre-Benoît Gauthier, vice-président stratégie de placement IG Gestion de patrimoine. Avec une expérience variée qui lui permet de conseiller sur plusieurs types de produits financiers et sa capacité à vulgariser le monde et clarifier de manière simple les concepts les plus complexes, Pierre-Benoît va nous présenter les perspectives de l'automne 2025 après un printemps et été meilleur que prévu. Bienvenue, Pierre-Benoît. Hey, salut Marie-Belle, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait ces webinaires-là ensemble, mais pas la dernière, donc très heureux d'être avec toi. Merci Pierre-Benoît, le plaisir est le mien. Pierre-Benoît, donc après une meilleure année à date par rapport à celle prévue, je te laisse commencer par une revue des attentes considérées depuis début 2025 et discuter des écarts. Ah ben c'est assez drôle, hein, parce qu'on a nommé la présentation « Ne réfléchissez pas trop ». Je ne sais pas si c'est un bon titre ou pas, là, parce que peut-être que les gens se disent « ben là, il faut quand même réfléchir un peu ». Oui, j'en conviens, mais où est-ce qu'on voulait en venir avec ça? C'est que parfois, là, on peut devenir notre propre pire ennemi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'équivalent français pour le mot anglais, je crois, là, overthink. Surréfléchir, on pourrait dire. C'est-à-dire que
plus on réfléchit, plus on va se trouver des raisons d'avoir peur, des raisons de craindre les marchés. Puis cette année, on le constate encore une fois. Ça fait plusieurs fois dans ma carrière que je vois ça. Ma carrière, j'ai commencé, ça fait presque 20 ans. Et puis, il arrive des fois où les marchés montent et tout le monde est content, il y a une belle ambiance, les gens sont heureux que les marchés montent. Mais il y a d'autres fois, et on est dans une période comme ça, où les marchés montent et les gens sont craintifs. Et les gens semblent douter de la possibilité qu'on soit dans un marché aussi. Donc, aujourd'hui, ça sera un des thèmes les plus centrales de notre présentation. Et c'est pour ça qu'on l'a titré ainsi, c'est-à-dire que oui, les choses que vous voyez, on les voit, mais malgré tout, la bourse a monté et on croit pourrait bien continuer de monter. Commençons avec une petite revue là, de la dernière fois qu'on s'est parlé, au début de l'année. Je ne sais pas si on s'est reparlé une autre fois, peut-être au printemps. En tout cas, dans les dernières fois qu'on s'est parlé, quand on a fait le preview, les prévisions, bon, je cherchais le mot le plus évident, les prévisions 2025, on vous avait mis quelques pistes et puis on était assez fiers pour mettre notre bulletin de notes ici là, à l'écran que vous pouvez voir. Nos prédictions de début d'année se sont assez bien déroulées. Soit le fait que les tarifs douaniers, c'était largement une tactique de négociation. On a eu un avril absolument incroyable, de volatilité complètement folle, qui s'est avérée être une opportunité d'achat hors du commun. Nos plus fidèles auditeurs de notre balado, les marchés en mouvement, j'espère que vous avez réussi à prendre parti de cette prévision-là parce qu'au mois d'avril, le jour même du creux du marché, on a lancé un balado qui exhortait les gens, qui disait aux gens c'est un très, très bon moment pour acheter des actions. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. Les politiques des banques centrales se sont trouvées relativement, moins accommodantes qu'on aurait pu croire, mais là, ça semble être commencé le cycle d'accommodation. On a eu une baisse des taux d'intérêt à court terme. On voit là, dans les marchés boursiers, les évaluations ont été importantes. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au début de l'année, on disait les meilleures opportunités se trouvent probablement à l'international et c'est l'international que de loin le mieux fait cette année. Puis j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On a vu bien sûr que la politique a été très importante pour les rendements boursiers, mais très importante là, pendant une courte période. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est important à long terme, mais il peut arriver là, des moments critiques où ça peut devenir important. Les portefeuilles diversifiés ont surperformé, étant donné que les portefeuilles qui étaient largement surpondérés en actions américaines, il y en a beaucoup. Hein? Peut-être que pour vous, vous vous dites, est-ce que c'est moi ça? Non. Si vous n'avez rien fait, si à votre pleine demande, vous n'avez pas demandé à quelqu'un de dire je veux plus d'actions US, considérez que vous avez un portefeuille diversifié chez IG, c'est presque sûr. On est très, très axé là-dessus. Mais certaines personnes aimaient tellement les actions US qu'il y avait un portefeuille quasi 100% actions US. Donc, en ce moment, sous-performé cette année. Ce n'est qu'un peu de justice après plusieurs années de surperformance. Et la seule prédiction qui s'est avérée mauvaise, c'est on avait prévu une appréciation intéressante du dollar américain, ce qui ne s'est pas manifesté, mais ça sera un de nos sujets pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui motive le marché boursier? Pourquoi on pose cette question-là? C'est qu'il y a bien des gens qui se disent en ce moment, avec tout ce que j'entends à la télé, avec les tarifs, avec Trump, comment expliquer que les actions puissent être aussi chères, aussi élevées? Et puis, la réponse, on la voit un petit peu à l'écran. Elle vient en deux. En fait, là, il y aurait même une troisième partie. La réponse, là, c'est qu'on lance sur tous les cylindres en ce moment. Le premier, le plus important pour les rendements à court terme, c'est les multiples. C'est les évaluations, donc les ratios financiers.
Quand on parle de performance à court terme, c'est les multiples qui sont le plus grand déterminant. Quand on prend les performances à très long terme, le multiple n'est pas déterminant. Pourquoi? Parce que le multiple, lui, il va varier dans le temps. Le multiple, c'est combien de fois on va payer la compagnie pour une certaine donnée financière, que ce soit les profits ou les ventes ou peu importe. Ici, on parle des profits, c'est le plus classique, là, le ratio court-bénéfice. Vous le voyez, les actions américaines sont très chères, ça fait longtemps qu'on le dit, mais elles se maintiennent à des niveaux très élevés depuis longtemps aussi. Les actions canadiennes, hein, pas une aubaine, on le voit ici depuis plusieurs années. Si vous écoutez les webinaires que je fais depuis plusieurs années, ceux qui habitent la ville de Québec m'ont entendu depuis très, très, très longtemps, plus à l'échelle nationale, plus récent. J'ai toujours parlé du fait que les actions canadiennes étaient moins chères que les actions US. C'est encore vrai si on les compare une à l'autre, mais si on les compare à elles-mêmes, on voit que les actions canadiennes sont assez chères historiquement comparées à elles-mêmes. Actions européennes, encore dans leur moyenne, les actions chinoises aussi, encore dans leur moyenne. Donc, les multiples se sont maintenus élevés, ce qui est une partie des résultats. La deuxième partie des résultats qu'on voit là est peut-être une chose qui justifie le fait qu'on paye si cher les actions, c'est les marges bénéficiaires. Les marges de profit sont très, très, très élevées, là. Outre une espèce de folie post-covidienne, là, où on avait atteint des marges de presque 14 %, c'est du jamais vu, là, des marges aussi élevées. Et puis, c'est logique hein, quand on y pense. Premièrement, les compagnies ont réussi à pousser les frais de l'inflation aux consommateurs largement. Et deuxièmement, les plus grosses compagnies de la bourse sont largement des compagnies de techno, dont une, la championne, la plus grosse compagnie de la planète, NVIDIA, qui a une marge bénéficiaire complètement loufoque, là, qui fait à elle seule un impact dans la moyenne générale, étant donné le poids de la compagnie et les niveaux à lesquels on voit. Finalement, et on en reparlera dans le courant de la conférence, les profits sont au rendez-vous. Puis, je veux être bien clair avec vous, là. Il y a bien des gens en ce moment qui me parlent du fait est-ce que les technos peuvent continuer comme ça? Eh bien, les profits, c'est ce qui va faire qu'on peut aller de l'avant. La dernière saison des résultats qu'on vient de finir, les attentes de croissance de profit au mois de juin étaient environ de 4 %, 4,1 %, grosso modo. On a eu 11 %. C'est pas loin du triple des attentes. Donc, vraiment, les profits sont au rendez-vous. Ce qui est assez impressionnant de ces marges de profit-là et de ces livraisons largement au-dessus des attentes, c'est que pendant qu'on voit ces bons résultats-là, la croissance manufacturière, elle, a été, somme toute, assez mauvaise. Ce qui veut dire, sur le tableau que vous voyez à gauche ici, c'est la corrélation entre la productivité manufacturière et les profits des compagnies en bourse, donc la croissance des bénéfices. On voit, ça va de pair. Donc, quand le manufacturier augmente, les profits augmentent et vice-versa. Et là, ce qu'on a vu, c'est le manufacturier qui fait presque rien, qui est pratiquement plat là, depuis 2 ans, et les profits qui augmentent. Comment expliquer ça? Il y a 2 raisons principales. La première est que, par le passé, l'industriel avait un plus lourd impact dans la bourse qu'aujourd'hui, une bourse qui est beaucoup plus de services et de technologie. Donc, le lien s'est affaibli avec le temps. Mais la deuxième raison, c'est que avec l'incertitude géopolitique et politique qu'on voyait, plusieurs compagnies ont freiné les investissements en attendant, là, plusieurs compagnies manufacturières ont freiné les investissements en attendant d'avoir plus de visibilité sur l'économie. Souvenez-vous, hein, plusieurs personnes parlaient de récession encore récemment. Ce que ça nous dit de notre côté, c'est qu'on ne croit pas que la ligne bleu pâle va rejoindre la ligne bleu foncé, mais plutôt
au fur et à mesure que la productivité manufacturière va augmenter, la ligne bleu foncé, eh bien, ça va donner une impulsion supplémentaire à la possibilité de croissance des profits. Donc, la croissance des profits est déjà excellente. Si le manufacturier s'ajoute à l'équation, eh bien là, on pourrait voir les profits, encore une fois, s'améliorer. Et puis, à droite, c'est encore une fois l'importance de toujours réfléchir à l'envers quand on parle de rendement boursier. Si vous m'avez déjà vu en conférence ou aussi en personne, vous allez reconnaître ce graphique-là parce que j'en parle très, très souvent. La productivité manufacturière faible est un indicateur de marché boursier à la hausse. Comment est-ce possible? Eh bien, historiquement, là, ça s'est manifesté comme ça. Quand la productivité manufacturière est excellente, vous voyez la stat ici à droite, en haut de 62. 62, la mesure va entre à peu près 40 et 60, grosso modo. Donc, 62, ça serait une mesure extraordinaire, là, qui est vraiment là, une productivité manufacturière hors du commun. Dernière fois qu'on a vu ça, ça serait juillet 2021. Rendement moyen, un an plus tard, a été environ 2 %. À l'inverse, lorsque la productivité manufacturière a été faible, en bas de 46, donc je vous le disais, ça va jusqu'à 40, fait que vraiment dans les plus bas, on parle d'un rendement moyen autour de 18 %. Pourquoi? Parce que quand les choses vont mal, elles ne peuvent que s'améliorer. Et quand les choses vont très bien, elles ne peuvent que se dégrader au niveau des extrêmes de la productivité manufacturière. À ne pas confondre avec le prix des actions. Le prix des actions, lui, il n'est pas pris dans un cycle. Là. Lui, il va vers le haut à l'infini, il n'y a pas de problème. Je parlais tantôt des compagnies qui avaient un peu ralenti leurs investissements dans le monde industriel. Eh bien, ce n'est pas le cas dans le monde technologique. C'est ni dans le monde pharmaceutique, d'ailleurs. Les investissements en recherche et développement atteignent des niveaux qu'on n'a jamais imaginés possibles. Là. Puis vous connaissez peut-être des anecdotes, vous avez peut-être vu passer ça sur vos médias sociaux, des compagnies comme Meta, Facebook, comme Amazon, Microsoft, qui dépensent des quantités phénoménales d'argent pour gagner la course vers l'intelligence artificielle. La course à l'intelligence artificielle, il y a des grandes chances que ce soit un genre de situation où le gagnant gagne tout. Autrement dit, là, qu'au final, qu'il y a peu de joueurs à la fin quand on aura fait le décompte final, là, bon, ben, qui a la meilleure IA. Pourquoi je dis ça? C'est souvent ça dans le domaine technologique. Pensez-y, quand Microsoft a lancé Windows, eh bien, les autres systèmes d'exploitation sont morts parce qu'il y avait la place pour un seul. Il y a cet aspect-là dans la technologie s'est répété temps après temps après temps. Il y aura toujours, bien sûr, des applications d'IA spécialisées, mais il y a une course là, vers la domination dans le secteur. Je suis persuadé que vous le comprenez très bien. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Eh bien, cette course-là fait que les compagnies dépensent, et n'oubliez jamais, la dépense de un est le revenu de l'autre. La dépense de un devient le revenu de l'autre. Donc, à chaque fois que ces compagnies-là dépensent, on le voit ici, en centaines de milliards, il y a d'autres compagnies qui reçoivent des centaines de milliards de revenus. Qu'est-ce qu'ils font avec ces revenus-là? Ils engagent des gens et là, ça fait le cercle vertueux là, de l'investissement qu'on peut voir. Une autre considération, je n'appellerais pas ça une rumeur, mais bon, une autre chose qu'on entend parfois, c'est que le consommateur est complètement à bout de souffle, que les gens n'ont plus d'argent. Ça, là, si j'avais 10 sous, Marie-Belle, je suis persuadé que tu as vécu la même chose. Si j'avais 10 sous à chaque fois que les gens m'ont dit, Pierre-Benoît, le marché va s'effondrer parce que les gens, là, ils sont tellement au crédit jusqu'à la gorge qu'ils ne sont plus capables de dépenser. Je pense que la première fois que j'ai entendu ça, c'était en 2010. Je l'ai entendu à toutes les 2 semaines depuis ces 15 dernières années-là. Et puis, étrangement, le consommateur est toujours au rendez-vous. Les gens aiment ça dépenser. Puis quand je dis les gens, ben j'en fais partie. On est des gens après tout. Donc, les gens sont au rendez-vous dans les magasins. Mais ce qui est
ce qui est peut-être nouveau, ce qui est peut-être de l'ordre du jamais vu là, dans le monde post-COVID, c'est que l'écart entre ceux qui détiennent de l'actif et du capital et qui dépensent et ceux qui n'en ont pas et qui ne dépensent pas est rendu, c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est comme ça que je m'explique l'inquiétude là, importante que je sens chez les gens à propos du consommateur, parce qu'on a tous des yeux pour voir, on marche dans la rue, on voit que ça ne marche pas. On le voit avec nos yeux, il y a quelque chose de pas normal qui n'existait pas avant. C'est pas une illusion, c'est pas un délire, mais par contre, les gens qui, eux, détiennent du capital, en ont beaucoup, ont eu des bons rendements et ont une forte propension à dépenser. Et c'est la classe de consommateurs qui est la plus déterminante pour les rendements boursiers puis les rendements des compagnies. Je ne veux pas paraître... L'objectif n'est pas de faire de la politique ici, c'est simplement d'expliquer la réalité telle qu'elle est. Donc, on a vu les commentaires des banques là, qui disent les consommateurs sont au rendez-vous. Le graphique qu'on voit à l'écran, c'est quoi ça? Ça, c'est le rendement des compagnies de consommation discrétionnaire. En moyenne, là, donc c'est l'indice, mais l'indice qui est pondéré à égalité. Donc, chaque compagnie a le même poids dans l'indice. Pourquoi je vous présente ça? C'est que, au final, bien souvent, des gens me montrent des données économiques puis essaient de me dire, Pierre-Benoît, tu vas voir, regarde, là, sur cette donnée économique-là, ça prouve noir sur blanc que le consommateur il s'est affaibli, il est plus faible qu'avant. Puis à chaque fois qu'on me présente ça, j'écoute, puis je me dis oui, je suis persuadé que tout ça est vraiment vrai. Et pourtant, quand je regarde les bénéfices des compagnies de consommation discrétionnaire, ils sont en hausse. Ils sont en hausse et ils dépassent les attentes. Et le rendement des compagnies de consommation discrétionnaire est extraordinaire. La consommation discrétionnaire, c'est quoi? C'est la consommation de biens non essentiels. Donc, une fois que les gens ont payé toutes les nécessités de la vie, le luxe, finalement. Pas le grand luxe, nécessairement. Je ne parle pas de grand luxe, mais je parle de biens non essentiels. Donc, ça montre à quel point il y a encore une force dans cette base économique-là qui est si importante. Quand je parle comme ça, je suis persuadé que vous, dans l'écran, vous vous dites Pierre-Benoît, il est toujours positif, il trouve des spins positifs. C'est pas le cas. OK? Si vous me suivez depuis longtemps, là, j'ai été vraiment négatif sur plusieurs classes d'actifs dans le passé. Donc, je veux vraiment que ce soit clair parce que j'ai toujours l'impression que les gens peuvent me voir comme en anglais, ils appellent ça un perma-bull, donc quelqu'un qui est toujours positif, mais c'est pas du tout mon cas. Une autre considération que les gens pointent dans les derniers mois, j'allais dire les dernières années, mais ça s'est empiré dans les derniers mois, c'est le dollar américain et l'éventuelle fin de la domination du dollar américain. Encore une fois, ce n'est pas une conférence sur la politique, donc je ne m'étendrai pas sur le pourquoi du comment ces craintes-là sont nées. Là. Je pense qu'on peut tous se les imaginer. Mais ce que vous voyez à l'écran, c'est les statistiques par rapport à l'utilisation du dollar US qui est encore là, largement dominant. Et puis, si vous avez ces craintes-là par rapport au dollar américain, demandez-vous toujours la question, d'accord, mais remplacé par quoi? Si ce n'était pas le dollar américain demain matin, ce serait lequel? Et puis là, si vous me dites que ça sera une alliance de la Russie, de l'Iran et de la Chine, eh bien là, c'est très, très, très difficile pour moi de croire que demain matin, ma mère va aller à l'épicerie acheter un poulet avec des dollars russes ou iraniens. J'ai peine à y croire. Donc, il faut quand même garder une forme de réalisme là, par rapport à ça. La monnaie US est encore la monnaie de confiance mondiale, sans l'ombre d'un doute. Ici, il n'y a pas de
de bons signaux de vente, il n'y a que de bons signaux d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en bourse, c'est très, très, très difficile de trouver les sommets. C'est vraiment là, trouver des signaux qui disent voilà le bon moment de vendre, ça ne peut pas aller plus haut que ça. C'est vraiment une des choses les plus ardues qui soit. Par contre, les signaux d'achat, eux, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un fond, il y a un creux, puis le haut, lui, il existe, mais il est plus mou. Il est plus mou. Donc, autrement dit, là, il arrive des moments dans les évaluations où c'est tellement pas cher que ça devient trop attrayant pour le laisser de côté. Tandis que trouver le moment où une action est trop chère pour être potentiellement achetée, c'est très difficile. Le meilleur exemple, ce serait Nvidia, qui, il y a 2 ans, était une compagnie loufoquement chère. C'était tellement loufoque qu'un analyste fondamental qui regarde les ratios aurait dit que c'est la pire compagnie imaginable. Et puis, pourtant, la performance a été incroyable. Et d'ailleurs, la compagnie aujourd'hui a des évaluations, somme toute, presque raisonnables. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas craindre les sommets. Les sommets, c'est en réalité ni des opportunités d'achat, ni des opportunités de vente. Vous voyez les statistiques, là. Lorsqu'on est à un sommet, le rendement moyen, 1 an plus tard, est grosso modo le même que n'importe quelle autre période de l'année. Et les probabilités de baisse sont à peu près les mêmes aussi, là, à quelques points de pourcentage près. Par contre, la force peut être une raison d'acheter. Et en ce moment, c'est assez particulier ce qu'on vit. Il y a quelque chose en ce moment dans les marchés boursiers qui se passe qui pourrait prendre de l'ampleur. Et puis moi, je suis d'avis que septembre, historiquement, c'est un mois difficile. Okay? On va se le dire. Puis si on regarde là, même les premiers jours, on sent que la bourse semble avoir de la misère à trouver son momentum. Là. Mais septembre, historiquement, est un mois difficile. C'est le pire mois de l'année. Ça ne veut pas dire que les marchés boursiers seront négatifs. Mais s'ils le sont, je serais content. Pourquoi je serais content? Je le verrais comme une belle opportunité d'achat pour un marché qui semble très sain pour à un terme un petit peu plus long qu'un mois. Là. Sans dire long terme, là, je parle d'un terme moyen terme, là. 6 à 12 mois. Donc, la base du marché pour la prochaine année semble vraiment bien, là, considérant ce qu'on sait en ce moment. Mais si on avait une petite faiblesse, je le verrais comme un point d'entrée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trois facteurs qui nous intéressent en ce moment. Le premier, c'est que le nombre de compagnies qui se transigent au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, je vais vous expliquer très, très simplement qu'est-ce que ça veut dire, c'est le nombre de compagnies qui ont un momentum supérieur à leur moyenne des 200 derniers jours. Donc, ils montent plus vite que ce qui montait au courant de la dernière année, grosso modo. On est à peu près à 60 %. C'est pas très élevé pour un sommet historique. On pourrait voir aller ça beaucoup plus haut là, par le passé. Donc, autrement dit, on est dans une belle croissance, un momentum là, qui s'améliore. Deuxièmement, l'indice américain, vous remarquerez que je parle beaucoup des marchés américains. Pourquoi? Bien parce que c'est la plus grosse portion de vos portefeuilles et c'est aussi la locomotive de l'économie mondiale. C'est pour ça que je focus sur les marchés américains. Donc, le marché américain, l'indice pondéré normalement, c'est-à-dire les plus grosses compagnies sont plus lourdes dans l'indice, les plus petites sont plus légères, a vastement surperformé l'indice équipondéré. Équipondéré, ça veut dire que toutes les compagnies sont égales. Donc, autrement dit, un indice boursier, souvenez-vous, c'est quoi? C'est un panier de compagnies qui représentent un thème, une géographie, un thème d'investissement. Donc, on peut prendre le panier et dire, parfait, dans mon panier, je vais faire que les plus grosses compagnies soient très lourdes dans mon panier et les plus petites soient très, très légères dans mon panier. Ou je prends un deuxième panier où toutes les compagnies ont le même poids, 500 compagnies égales. Ces deux paniers-là ne seront pas pareils. Vous le voyez, la ligne bleue pâle, ça, c'est le panier avec les compagnies plus lourdes, plus grosses. Et la ligne bleue foncée, c'est toutes les compagnies pareilles. Il y a un écart. Cet écart-là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On attend depuis longtemps ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire le marché qui arrête d'avoir peur de la récession puis qui va voir les petites compagnies, qui va voir les compagnies oubliées. Donc ça pourrait vraiment aider à maintenir la hausse de marché. Donc,
Pour conclure, 3 thèmes pour la fin de l'année. Les risques économiques nous semblent surestimés. Les risques de récession, ils existent, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque de récession, mais est difficile en ce moment à voir. Surtout que si les banques centrales, notamment par la Fed, commencent à leur cycle d'accommodation un peu à l'avance. Hein? D'habitude, ils vont attendre d'avoir des vrais signaux de grosses faiblesses. Là, on a des petits signaux-ish. Et puis déjà, on commence à parler de baisse de taux. Pourquoi? Parce que la pression du politique semble les avoir finalement atteints. Ils ont ils ont évidemment maintenu leur indépendance. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est Trump qui mène la Fed, là. Mais veut pas, pensez-y. On va juste utiliser notre logique cynique. Okay? Vous êtes un gouverneur ou une gouverneure de la Fed. Vous savez très, très, très bien que l'administration Trump, qui va nommer le prochain président de la Fed, va nommer un président qui veut baisser les taux. Hein, on le sait tous, Donald Trump, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'il parle qu'il faut baisser les taux. Donc, vous êtes un des membres du comité, là, vous allez être évalué pour être un potentiel futur président. Et vous savez que la personne qui sera sélectionnée sera définitivement quelqu'un qui voulait baisser les taux. Lors de la prochaine rencontre, est-ce que vous allez voter publiquement pour baisser les taux ou maintenir les taux? Ben, si vous voulez la job, j'ai bien l'impression que vous allez voter pour baisser les taux. Parce que si vous ne votez pas pour baisser les taux, l'administration Trump va dire, ben, tu ne voulais pas baisser les taux. La preuve, tu viens de voter que tu ne voulais pas baisser les taux. Tu n'es pas considéré. C'est pour ça que ça serait surprenant que la Fed ne baisse pas les taux. Par une simple logique cynique comme ça, peut-être vous allez écouter ça en disant, mon Dieu, Pierre Benoît, ça n'a pas de bon sens. Un calculateur, peut-être, mais il faut. C'est pour ça que mon titre, c'est stratège. Ne craignez pas les sommets historiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une raison de vendre. Et finalement, la force engendre la force. Donc, de nouveaux sommets peut aider à propulser le momentum et à aller rechercher les plus petites compagnies qui n'avaient pas participé jusqu'à présent. Voilà, ça complète ce que j'avais à vous dire dans ce webinaire-là. J'espère que vous avez attrapé quelques statistiques qui vous ont surpris ou plu. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Marie, est-ce que tu as des questions que tu as vues passer pendant la conférence que tu crois pourraient être intéressantes? Oui, certainement, Pierre Benoît. Donc, je vais passer à travers quelques-unes des questions, mais par manque de temps, je souligne à dire que les réponses pour lesquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, on a une équipe d'experts qui vont vous revenir avec des réponses dans le chat. Je commence par la première, Pierre Benoît. Donc, tu parlais que c'est surtout quelques grosses compagnies techno qui font monter le marché. Si ces actions-là arrêtent de monter, est-ce que tout le marché risque quand même de tomber? Ça, c'est une question intéressante. Moi, je le vois un peu d'un œil de gestionnaire actif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans les dernières années, un marché aussi concentré, en fait, que c'est difficile pour le gestionnaire de battre ses indices. Autrement dit, là, le gestionnaire, lui, peut-être qu'il en veut moins de ces immenses compagnies de la techno. Il ne veut pas une exposition si forte dans un secteur. Donc, il va être plus diversifié que l'indice. Et puis là, dans les derniers mois, dans les dernières années, ça sous-performait. Si c'est l'inverse qui se produisait, donc si les géants de la tech arrivaient à un niveau d'évaluation tellement important qu'ils pouvaient prendre une petite pause et que le restant du marché les rattrapait, l'indice boursier pourrait avoir l'air de faire du surplace, tandis que plusieurs de nos investisseurs, de nos clients, eux, pourraient avoir une bonne performance. Donc, je pense que je ne suis pas inquiet d'un ralentissement des géants. En fait, là, je crois que les géants sont encore la force dominante. Je ne crois pas que cette problématique-là est un risque imminent. Mais par contre, ce que je veux vraiment voir, c'est si on voit de la faiblesse en haut, je veux voir de la force en bas. Je veux voir cette espèce de rotation-là. Si on a une faiblesse en haut qui est accompagnée d'une pire faiblesse en bas, eh bien là, ça voudra dire qu'il faut réévaluer complètement nos perceptions sur le marché. Mais d'ici là, jusqu'à présent, ce n'est pas du tout ce qui semble se profiler. Parfait. Merci, Pierre Benoît.
On passe à la deuxième question. Il y a quelqu'un qui s'en souvient que l'an dernier, que vous avez conseillé l'or. Est-ce que c'est encore bon? Oui, l'or, ça a été notre coup de circuit des dernières années. J'espère que vous aurez pu en profiter. Si vous êtes investisseur chez nous, c'est définitivement le cas parce qu'on l'avait intégré dans nos portefeuilles de gestion de portefeuilles gérés. Même si des fois, on ne les voit pas dans nos relevés, là, il y a des lignes à l'intérieur qui peuvent avoir de l'exposition. Mais bref, je crois que ce n'est pas terminé pour l'or. On a eu une légère pause là, dans les derniers mois, une espèce de, comment dire, le marché qui faisait un peu du surplace. Et puis, je pense que les conditions gagnantes pour l'or sont vraiment, vraiment présentes pour la suite des choses. Premièrement, si on a des baisses de taux, ça pourrait générer un retour de l'inflation, une inflation qui semble être plus tolérée, du moins. Je ne sais pas exactement comment les banques centrales pensent, mais si on est en train de parler de baisse de taux, le combat contre l'inflation semble quand même pas non plus complètement terminé. Là, on a eu des chiffres d'inflation assez chauds dans les derniers temps. On pourrait voir un regain d'intérêt pour l'or dans un côté inflationniste. Je ne parle pas de super inflation comme 2021. Là. Je parle d'une inflation légèrement plus élevée que la cible de 2 %, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense en fait que c'est une chose assez bonne. Et puis, la deuxième raison, c'est que les acheteurs d'or qui viennent des banques centrales étrangères, ils n'ont pas vraiment de raison d'arrêter leurs achats. Autrement dit, les pays, notamment la Chine, l'Inde, etc., la Russie, qui ont des conflits avec les Américains, cherchent à diversifier leurs expositions et à aller chercher l'exposition supplémentaire à d'autres devises sécures, et l'or en est une. Donc, oui, je crois que même pour la fin 2025, c'est encore une bonne classe d'actifs. Un élan pour l'or. Une petite question pour toi, Pierre-Benoît. Comme tu parles des banques centrales et de l'or, est-ce que j'ai entendu parler, je me demande si c'est vrai, que les réglementations récentes de Bâle permettent aux banques centrales de s'endetter plus par rapport à l'or. Donc, est-ce que c'est vrai, cette information? Ah, ben écoute, j'ai pas entendu cette réglementation-là, mais si c'est le cas, une autre brique dans le mur là, du fait qu'il y a une pression d'achat incroyable qui provient de ces acheteurs étrangers, parce que largement, l'investisseur de détail nord-américain, occidental, classique, a une très, très petite exposition aux métaux précieux. Donc, il reste encore des acheteurs marginaux potentiels. Et puis, on l'a vu là, dans l'indice boursier canadien, l'or a été très, très bénéfique là, largement pour l'indice. Parfait. Merci, Pierre-Benoît. Troisième question. Crois-tu que nous sommes au retour de l'an 2000 et la bulle techno? On parle de techno. Ah oui, ça, c'est... je comprends. Hein? Il y a beaucoup de gens qui montrent des graphiques qui disent, regardez l'évolution d'NVIDIA et l'évolution de Cisco. Et puis là, on va dire, c'est très similaire. Le graphique est collé et puis ça sera la suite logique. Il y a une grosse différence dans le marché général par rapport à 2000 versus aujourd'hui. Cette différence-là, c'est qu'il y a des profits. Les compagnies, ils font de l'argent. En 2000, non seulement il n'y avait pas de profit, il n'y avait pas de vente. On était là. 2000, c'était dans le monde là, des compagnies un peu presque meme stocks, là, comme on a vu en 2021. Là, les compagnies qui ne font pas du tout d'argent, mais que les gens achètent parce que ça monte et ont peur de manquer le bateau. On connaît tous les noms. Là. Tout le monde sait en 2021 des compagnies qui ont eu des croissances complètement folles pour rebaisser de 90, 95, 99 % en 2022. On a vu les histoires d'horreur. Donc, je pense que les gens ont été, traumatisés par le 2000. Et étrangement, 2022 était, pour certaines personnes, 2022 était vraiment dur. Là. Ceux qui étaient exposés au secteur techno, les petites compagnies techno en 2022, ça a été très, très rock'n'roll. Donc ça ressemblait plus à une énergie 2000, c'est-à-dire des petites compagnies qui ne font pas d'argent qui montent. Là, les compagnies qui montent,
largement, c'est les compagnies qui font de l'argent. Il y a en anglais, on appellerait un dash for trash. Là. Oui, là, les compagnies avec des mauvais états financiers, il y en a qui ont monté récemment. Donc oui, on a des petits morceaux dans le marché, là, des segments du marché qui agissent d'une manière un peu étrange, mais le marché dominant, là, les vrais gros géants de la tech, c'est des compagnies extraordinairement profitables. On l'a vu dans la dernière saison des résultats, encore une fois. Là. Donc, c'est pas des compagnies qui sont basées sur des revenus futurs, c'est littéralement des revenus présents. Donc, je ne le vois pas comme un 2000. Je le verrais peut-être plus comme milieu des années 90, mais là, il faudrait commencer à faire un cours d'histoire pour rentrer dans le pourquoi, mais on pourra faire un balado là-dessus. Ça serait un super bon sujet de balado. Pourquoi le marché actuel ressemble peut-être à celui du milieu des années 90. Les gens dans la cinquantaine auront peut-être des références plus claires, là, mais on en reparlera. Parfait. Merci Pierre-Benoît. On a le temps encore peut-être pour une question. Donc, IG était l'une des premières quand même firmes à parler de placement privé ici au Québec. Quel actif alternatif, comme les infrastructures, immobilier, placement privé, pourrait jouer un rôle plus important dans la prochaine décennie selon toi? Ah ben ça, là, je suspecte qu'on a un conseiller financier dans notre auditoire qui a posé cette question-là. Mais oui, Marie-Belle, je suis super d'accord avec toi que les gens cherchent à diversifier en dehors des marchés publics en ce moment. Puis les opportunités là-dedans de diversification sont là. Quand on parle d'infrastructure, par exemple, il y aura beaucoup moins de corrélation avec les marchés publics, avec les marchés boursiers, même avec les taux d'intérêt ou avec les obligations. Puis, je pense que 2022 tantôt, je parlais de trauma. Pour moi, le trauma de 2022 a été la corrélation incroyable qu'il y a eu entre le revenu fixe et les actions. Puis moi, je pense que ça a changé le monde. Changer le monde, changer le outlook des gens sur la diversification à jamais. On s'est rendu compte un peu à la manière... en 2008, on avait eu des problèmes de fausse diversification qui étaient très différents de ceux de 2022. 2022, on a vu là, des classes d'actifs normalement qui devraient se décorréler en temps de crise, vraiment se corréler parce que la crise venait des taux d'intérêt. Donc là, les gens se sont mis à rechercher est-ce que je peux, en tant qu'investisseur au détail, avoir des classes d'actifs non corrélées. Et puis, dans les placements privés, dans les crédits privés, les infrastructures, oui, il y a plein d'opportunités là-dedans. Chez IG, on est assez pionnier là-dedans parce qu'on en intègre naturellement dans nos placements gérés. Là. Donc, c'est des produits qui, historiquement, étaient réservés à des fortunes vraiment élevées, là, souvent même dans les 5, dans les 8 chiffres. Là. Mais là, on a rendu ces classes d'actifs-là accessibles à tous. Donc, probablement que si vous êtes investisseur chez nous et que vous écoutez cette conférence, peut-être que vous avez déjà des placements privés et de l'infrastructure et du crédit privé dans vos portefeuilles sans même le savoir. C'est une excellente solution d'ailleurs de les intégrer dans notre profil parce qu'on donne l'accès quand même aux personnes d'avoir accès. Dernière question, je suppose. Quels sont les principaux risques économiques qu'on doit surveiller pour les 12 prochains mois et qui affecteront la valeur de nos investissements, comme l'inflation, les taux d'intérêt, la récession? Oui, bonne question. La récession, la récession, c'est en ce moment un peu un sujet tabou. Est-ce qu'on est en récession au Canada ou pas? Disons que les derniers chiffres, c'est pas très rassurant. Peut-être qu'au Canada, l'économie est plus faible. En fait, assurément qu'au Canada, l'économie est plus faible. L'économie canadienne, là, vous m'avez déjà entendu en parler, là, ça fait très longtemps que je suis excessivement inquiet de l'économie canadienne. Je sais pas comment... je sais vraiment pas l'économie canadienne, la suite. Par contre, à chaque fois que je vous dis ça, je vous dis la même chose. La bourse canadienne est moins corrélée à l'économie canadienne qu'elle peut être corrélée à l'économie mondiale. Ça, c'est crucial.
la bourse canadienne, ce n'est pas une bourse très diversifiée. Et puis, la plupart des compagnies là-dedans sont dépendantes de facteurs externes au Canada. Donc, souvenez-vous toujours, moi, je suis un stratège et un commentateur de marché boursier. Donc, ça peut m'arriver d'aimer des classes d'actifs boursières sans nécessairement croire que l'économie sous-jacente est dominante et forte, que la politique sous-jacente est bonne, que les gestionnaires, que tout va bien aller en dessous. Fait que, je pense que le risque de récession existe au Canada. Aux États-Unis, on parlerait plus d'un risque du retour de l'inflation. Mais cette inflation-là, peut-être qu'au final, ça sera la solution pour gérer un peu la dette. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais quoi qu'il en soit, là, ça serait le gros risque. Le risque des politiques publiques, donc des déficits, c'est le plus gros enjeu en ce moment à travers la planète. Mais ce risque-là, il frappe tout le monde en même temps. Il y a pratiquement personne en Occident qui n'a pas ces problèmes-là de déficit-là. C'est rendu que même l'Allemagne, le pays le plus discipliné fiscalement, est maintenant un grand dépensier comme les autres. Donc, ce risque-là, étant donné qu'il est tellement équilibré, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de transactions à faire à ce niveau-là. Fait que voilà. Au Canada, récession, États-Unis, inflation, je dirais que ce seraient les deux risques principaux à surveiller. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Donc, merci pour ce beau survol. Pour moi, j'ai noté quand même quelque chose à retenir. Au creux, il faut acheter. Quand le marché est fort et sain, il faut aussi acheter. La performance de l'international a été l'une des meilleures. Un portefeuille diversifié est toujours la meilleure option. Et puis, l'importance de réfléchir quand même à l'envers parfois. Ouais. Ça, c'était une nouvelle chose pour moi. Le pouvoir d'achat des consommateurs est toujours au rendez-vous. Et puis, la base des marchés est bonne et saine pour l'année prochaine, ce qui est quand même un bon indice pour continuer à être investi dans les marchés et investir. Je suis parfaitement d'accord avec ce résumé-là. Et puis, j'ai envie d'ajouter, tu disais, quand on est au bas, c'est un bon moment pour acheter. Quand on est au sommet, c'est un bon moment pour acheter. Je trouve que cette phrase-là est tellement drôle et tellement vraie. Ça semble être quasiment... C'est ça, exact. C'est presque ça paraît presque comme un gag. Dans ce cas-là, quelqu'un pourrait dire un peu cyniquement, OK, c'est quand dans ce cas-là le bon moment pour vendre? Le bon moment pour être négatif, c'est quand ça tourne. Quand ça tourne, quand on voit qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une détérioration et que cette détérioration est en train d'affecter les compagnies et que la croissance est plus au rendez-vous. Là, vous allez nous voir vous allez nous voir être plus négatif. Puis, si vous suivez nos conférences depuis longtemps, vous le savez que c'est déjà arrivé. Là, en 2022, on avait pris une position sous-pondérée en action. Même début 2025, on était sous-pondéré en action. Donc, ça nous arrive. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Merci. Donc, c'est ici que se conclut notre entretien. Merci beaucoup, Pierre-Benoît, de nous avoir fait profiter de votre expertise et de vos impressions. Merci également à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Si vous voulez faire un suivi par rapport à un sujet que nous avons abordé, veuillez communiquer directement avec votre conseiller ou conseillère ou demander une rencontre de suivi en cliquant sur l'icône IG ci-dessous sur la plateforme On24. Pour demander une réunion de suivi avec un conseiller sur YouTube, veuillez cliquer sur le lien partagé dans le chat. Si vous souhaitez revoir le webinaire d'aujourd'hui, un enregistrement sera accessible à partir du même lien que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire. Je tiens aussi à mentionner que Pierre-Benoît anime le balado « Les marchés en mouvement » avec 152 épisodes publiés à date en français et en anglais. Je vous conseille fortement d'aller sur le site de IG Gestion de patrimoine pour trouver le lien et suivre les perspectives macroéconomiques de Pierre-Benoît. Sur ce, merci de votre présence. Prenez bien de vous-même et passez une excellente fin de journée. Merci Pierre-Benoît. Merci Marie.